qu'est-ce que j'apprends de cette dégustation? J'apprends d'abord qu'à partir de 2003 et jusqu'à 2000, le nez probablement s'ouvre, c'est-à-dire 10, 9, 5, c'est très fruité, c'est encore très jeune. À partir de 3 et surtout en 2000, il se passe autre chose. Donc ma première idée, ça serait de dire aux gens, bah, écoutez, vous voyez, 2003, mais en bouteille en 2005, on est en 2013, donc globalement, il faut attendre entre 5 et 8 ans de bouteille avant de pouvoir se lancer dans la consommation de ces vins, surtout si c'est une grande année. Maintenant, on reprend les millésimes un par un, si vous le voulez bien. Voilà, moi j'adore le nez de ce 2010. Je pense que c'est la meilleure note que j'ai accordée à Malartic jusqu'à présent. C'est particulièrement intense, particulièrement frais, avec une association avec la maturité, entre la maturité et la fraîcheur qui est plutôt optimale. Et c'est ça qui trouble les pistes et qui enchante d'une certaine manière. Il y a une touche aussi florale qui lui donne quelque chose de raffiné. La bouche est superbe. Alors ce qui me plaît beaucoup là, c'est la construction évidemment élancée avec du moelleux tout le temps et si vous voulez au milieu quelque chose qui dans l'éclat qui est très très intense. C'est un vin qui a un fruit à la fois très mûr, très frais, mais surtout qui est très éclatant avec un mélange de fleurs. Et ça se termine très très loin avec des petites touches de réglisse et des tanins avec une texture raffinée. Maintenant que je parle, ça dure longtemps. Et c'est assez difficile à cracher même si c'est très jeune. C'est un super vin. Lorsqu'on prend le 2009, c'est un monde aromatique totalement différent. Beaucoup moins frais, beaucoup moins floral. Frais ici veut dire floral. Et donc on est plus sur des fruits plutôt mûrs, avec une note finement grillée, un peu fumée, un peu café, un peu noisette aussi, un peu truffé. Alors ça, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est très très bon, mais c'est un bon différent du précédent. Et ça sera assez difficile d'expliquer ça au lecteur ou à celui qui nous regarde. Donc globalement, le cru sait garder le moelleux et il devient même sur ce millésime plus gras. Probablement que de tous, puisque je les ai quand même goûtés un petit peu avant, de tous c'est celui qui est le plus large dans la bouche. Alors que pourtant c'est celui qui contient paradoxalement beaucoup de Cabernet Sauvignon. Et, les goûts sont très mûrs, avec des notes grillées en finale, ça monte, ça fond, ça dure longtemps. Personnellement, je préfère la texture plus minutieuse et plus subtile et florale du millésime 2010, mais ça dure, c'est superbe, c'est délicieux. Le 2005. Alors, moi, quand je sens ça, tout de suite, si vous voulez, ce qui me fascine et qui est aussi assez émouvant pour moi, c'est l'idée de sentir en quelques instants quelque chose qui est à la fois très fin et en même temps très dense. Il y a une idée dans ce nez de quelque chose de profond et nuancé à la fois que j'apprécie bien. Aujourd'hui, le nez du 2009 est plus excitant, plus ouvert que le nez du 2005. L'originalité de ce vin, c'est son caractère à la fois très esthétique dans la construction. Et si on parlait à des producteurs bordelais, ils vous diraient probablement le mot classique, surtout quand on sort du 2009. Très esthétique, mais en même temps avec les grandes qualités de texture et de chair du précédent. Et puis il y a une combinaison, c'est un peu une sorte de 2009 et de 2010 mélangés. Ce que je trouve fantastique, c'est la durée dans la bouche. Ça dure très très longtemps et c'est aussi remarquablement bon. Pour moi, au moment où je vous parle, c'est un de mes préférés. Voilà.
Par contre, je crois qu'il faut attendre encore un petit peu. Moi, j'attendrai 2015 avant de l'ouvrir parce que c'est encore très très jeune et je pense que sa durée de vie est énorme. Et si j'étais à votre place, j'essaierais de l'avoir en magnum. On passe au 2003. Alors, le 2003 est un peu différent, il est probablement un peu plus évolué au nez. Il y a des notes qui tirent un peu vers le curry, on sent les épices, on sent globalement qu'il a fait chaud. Il est vraiment très différent des autres. Et par exemple, si vous le permettez, je voudrais faire une expérience, puisque ces vins, je les ai décantés avant, mais si je le prends non décanté, ouais, quasiment, je préférerais quasiment le nez de ce vin non décanté parce qu'il garde une note plus fraîche quand il n'est pas en contact avec l'air. Et en même temps, il offre maintenant un caractère crémeux qui participe au plaisir général que peut-être, même j'en suis sûr, on n'a pas dans le verre de droite qui est décanté où presque il y a un petit peu d'usure dans le contact avec l'air. Donc ce qu'on va faire sur ce vin, on va le goûter non décanté puis décanté. Donc non décanté. Un toucher dans la bouche et un gras qui évoque le 2009, avec une certaine largeur. Le vin monte et après, si vous voulez, il prend une tournure très différente, en ce sens où la texture devient un peu plus granuleuse et tannique. C'est-à-dire le tanin apparaît un brin plus présent, ce qui est assez typique du millésime 2003 dans son évolution. Mais pour autant, ce n'est absolument pas sec. La question que je souhaite résoudre, et dans le but de conseiller les gens dans leur consommation, c'est de savoir si, en le décantant, l'aération va arrondir ce tanin. Donc la réponse est dans le verre numéro 2. Donc il est meilleur décanté parce que la perception du tanin arrive plus tard et maintenant le vin dure beaucoup plus longtemps dans la bouche. J'ai presque envie de dire, pour l'avoir essayé plusieurs fois, il est comme ça depuis sa jeunesse. Il a toujours été un peu ferme, jeune, et puis quand on le décante, il prend tout à fait une autre expression. Il y a une très grande longueur dans ce vin quand il est décanté, c'est super. Le 2000 maintenant ? Super nez, fumé, finement toasté, mais fumé, café, presque un peu torréfié. Je ne sais pas, si vous voulez, à ce point, c'est très difficile de dire est-ce que ça vient de la manière dont ils ont élevé le vin ou est-ce que ça vient de l'endroit. Moi, je pencherais pour dire que ça vient de l'endroit. C'est celui qui ressemble le plus, au jour d'aujourd'hui, au nez d'un Pessac léognan tel qu'on l'attend. Ce vin, il a quelque chose qui ressemble au 2005. Il rentre dans la bouche, il caresse, il monte, il s'installe au milieu, il se met à fondre. Probablement moins de structure que 9, moins de structure que 10, mais extrêmement charmeur. Et il associe à la fois un caractère charmeur et puis à partir du milieu de bouche, tout d'un coup, il se serre, il prend du goût. Le tanin arrive à la fin, la texture est raffinée et ça dure longtemps. En fait, c'est un beau mélange entre hédonisme et réserve. C'est délicieux. Probablement, à mon sens, un des plus déconcentrés de tous, qui est aussi peut-être lié à l'âge. Personnellement, je suis content de l'avoir bien noté quand il était jeune, parce que pour moi, c'est un exemple de ce que j'appelle l'austérité positive. C'est un vin qui a commencé probablement un brin accrocheur, un brin discret, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose dans ces terroirs de Graves avec le temps qui se dissout, et puis le plaisir vient. C'est un vin qui m'interpelle toujours en tant que critique parce que je lui trouve un profil toujours droit dans la bouche, longiforme, alors que depuis que les nouveaux propriétaires sont là, je sais que la part de Merlot a beaucoup monté dans le cru, mais néanmoins, si vous voulez,
je pense qu'ici, le terroir imprime quelque chose à la dégustation qui est plus fort que le travail des hommes. C'est-à-dire, globalement, c'est un vin qui va droit, et ce qu'ont rajouté les hommes dans la qualité de leur travail, c'est plus de charnu au milieu, tout le temps, une tannicité plus enveloppée, mais pas quelque chose de forcément plus large dans la présentation gustative du vin.